Tu te trouves donc dans une pièce remplie de gaz explosifs. Une seule étincelle peut provoquer une explosion si puissante que toutes les portes et fenêtres seraient arrachées par une énorme colonne de feu. Et tu tiens une allumette. Il te faut une cible plus grande que cette pièce. Que dirais-tu de la plus grande pièce de gaz explosif de tout notre système solaire? Je te présente Jupiter. C'est la 5e planète en partant du Soleil et la plus grande de notre système. Elle est 11 fois plus grande que la Terre et presque 2 fois et demi plus lourde que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Si on mettait Jupiter sur la balance, il faudrait environ 317 Terres pour trouver l'équilibre. Mais surtout, il y a énormément de méthane dans son atmosphère. C'est le gaz que nous utilisons dans notre cuisine ou avec lequel nous faisons le plein de notre voiture. Et il brûle sans aucun problème. Plus important encore, il y a de l'hydrogène métallique. Dans son état normal, l'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Mais sur Jupiter, il est soumis à une énorme pression, plus de 400 millions d'atmosphères. En comparaison, sur Terre, tu ressens la pression d'une atmosphère. Multiplie donc ce chiffre par 400 millions et cet hydrogène est tellement comprimé qu'il ressemble à du métal liquide. L'hydrogène métallique peut être un excellent carburant. Il dégage 20 fois plus d'énergie que la combustion d'hydrogène classique. Donc toi et ton allumette pouvez vous amuser comme des fous. Ok, c'est parti. Le premier problème est la distance. Jupiter est seulement à une planète de nous, mais notre chemin est aussi bloqué par une ceinture d'astéroïdes derrière Mars. Elle est pleine de débris de roches géantes. En moyenne, chaque astéroïde peut être aussi large que la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Il y a même des roches de la taille d'un État entier. Et le plus gros astéroïde de tous est Cérès. Il est presque aussi large que l'Alaska. Il est même considéré comme une planète naine. Ce dangereux voyage vers Jupiter prend environ 650 jours. C'est presque 2 ans d'ennui dans un vaisseau spatial. En comparaison, la plus longue période que les astronautes ont passée à bord d'un vaisseau spatial est de 84 jours. Mais nous te laisserons prendre ta collection de DVD préférés et quelques sacs de pop-corn. À la fin de la journée, tu pourras dormir un peu après une dure journée de travail. Avance rapide de 2 ans dans le futur et voilà, tu es arrivé à destination. Tu t'imagines déjà en train de craquer une allumette à la surface de Jupiter pour la faire exploser comme un ballon. Oh, fais attention quand tu t'en approches. En raison de son poids, Jupiter possède une forte force gravitationnelle, environ 3 fois plus forte que celle de la Terre. Plus tu t'approches de sa surface, plus tu te sens faible et tu peux à peine te tenir sur tes pieds. Le poids maximum que tu peux soulever ici est également 3 fois moins élevé, et même l'allumette que tu tiens dans ta main te semble déjà plus lourde. Tu essaies de sauter en l'air, tu dois faire plus d'efforts. En fait, tu ne peux même pas y parvenir, car Jupiter est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide. Théoriquement, plus tu plonges dans ces nuages, plus tu ressens de la pression. Petit à petit, les nuages et les gaz s'épaississent et forment une sorte de liquide. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Le méthane est un gaz léger et il est plus proche de la surface. Et enfin, c'est le moment de vérité. Tu prends une allumette, tu la frottes contre la boîte et... rien ne se passe. Bien, essayons encore une fois. 2e allumette, 3e, toujours rien. Ok, tu as un brûleur à gaz dans ton sac à dos, tu dévisses la valve au maximum et... rien ne se passe à nouveau. Eh bien, c'est parce qu'il faut 3 composants pour démarrer un processus de combustion. Le premier est le combustible. Heureusement, il y a assez de méthane et d'hydrogène métallique sur Jupiter pour faire exploser la planète entière en quelques secondes. Le deuxième composant est la source d'allumage. C'est la force initiale qui va lancer le processus de combustion. Il peut s'agir d'une étincelle, d'une décharge électrique ou d'une allumette, comme celle que tu tiens dans ta main. Et le dernier ingrédient est l'oxygène. Oui, le même oxygène que nous respirons. Il est tout aussi important pour le feu que le combustible lui-même. Pour faire l'expérience, allume une petite bougie. Couvre-la avec un verre. Tu vois comment le feu continue de brûler pendant quelques secondes, puis s'éteint ? Le combustible est toujours là, mais le feu a consommé tout l'oxygène contenu dans le verre et le processus de combustion est terminé. La même chose se produit sur Jupiter. Il ne peut pas y avoir de feu, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et tu n'as pas besoin de voler jusque là-bas pour t'en rendre compte. Depuis la Terre, on peut voir des centaines de milliers de petits météorites tomber sur Jupiter. C'est la faute de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve à côté. Quand il frappe son atmosphère, il commence à brûler, et ça ne fait pas exploser la planète entière sur le champ. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un moyen d'enflammer cette planète gazeuse géante.
Tout ce que tu dois faire, c'est déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne sur la planète. Il y aura alors une explosion si puissante qu'elle sera visible depuis la Terre. Et ce sera comme la naissance d'une nouvelle étoile. Pour cela, il faut faire exploser un réacteur nucléaire comme ceux qui nous fournissent de l'électricité ici sur Terre. En fait, nous devrions envoyer tout ce que nous avons sur Jupiter. Mais même comme ça ne sera pas suffisant. Lorsque les gros astéroïdes frappent la planète, ils provoquent une explosion beaucoup plus importante. En 2009, une météorite de la taille de 5 terrains de football a frappé Jupiter. Elle a provoqué une explosion qui équivaut à 5 milliards de tonnes de TNT. Cet incident a laissé une tache noire de la taille de l'océan Pacifique. Et une explosion encore plus grande est arrivée en 1994. Après cette collision, il y a eu une tache géante sur Jupiter, presque de la taille de notre planète. Mais les vents et les tempêtes ont rapidement balayé les traces de l'explosion. Après quelques semaines, Jupiter était redevenu normal. Le problème est que nos tentatives pour faire exploser la géante gazeuse ont eu lieu à la surface de la planète. Or, nous devons placer une charge de la taille de la Lune dans les profondeurs. Une énorme explosion provoquera une réaction thermonucléaire et fera exploser l'hydrogène métallique. Le processus d'explosion est enclenché et en quelques secondes, Jupiter explose comme un ballon géant. Mais ce spectacle sera le dernier que l'humanité verra. L'explosion va perturber les orbites normales de la Terre et des autres planètes. La trajectoire de la Terre autour du Soleil pourrait changer, et nous pourrions voir l'aube non pas à l'est, mais de n'importe quel autre côté du monde. Quand le puissant vent de l'explosion atteindra la Terre, il commencera à balayer notre atmosphère. Bientôt, notre planète perdra sa couche d'ozone. Elle est le bouclier qui nous protège des radiations solaires. Dans cette situation, nous devrons nous cacher sous terre pour le restant de nos jours. Mais même cela ne pourra pas nous protéger. Avant peu, la Terre sera bombardée de milliers de météorites. Jupiter était si lourd qu'il maintenait la ceinture d'astéroïdes en place. Sans lui, ces derniers commenceront à voler vers nous. La Terre ressentirait une pluie constante de météorites. Mais il n'y aurait plus personne sur Terre pour l'observer. L'explosion de Jupiter peut être comparée à une supernova. En fait, Jupiter est pratiquement une étoile. Si elle était juste un peu plus grosse et plus lourde, elle commencerait à rétrécir. La forte pression exercée sur le noyau de la planète déclencherait des réactions thermonucléaires. Finalement, Jupiter se transformerait en naine brune. Et elle serait 50 fois plus lourde qu'elle ne l'est maintenant. Mais comme elle n'a pas assez de poids pour faire cela, Jupiter est parfois appelée une étoile ratée. Peut-être devrions-nous visiter d'autres planètes gazeuses de notre système solaire et essayer de craquer notre allumette là-bas. Saturne. L'atmosphère de Saturne est similaire à celle de Jupiter, mais ici non plus, il n'y a pas d'oxygène pour la combustion. Donc tout ce que tu as à faire est d'admirer les magnifiques anneaux de la planète et de passer à autre chose. Eh bien, Uranus et Neptune sont beaucoup plus petits, et elles n'ont pas d'hydrogène métallique, donc leur explosion ne serait pas aussi forte. Mais tu ne pourrais toujours pas les enflammer avec une allumette, car il n'y a pas d'atmosphère pleine d'oxygène. Mais il y a une planète où tu pourrais allumer un feu avec ton allumette. C'est GJ 1132b et elle est à 39 années-lumière. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait contenir de l'oxygène, bien que ce ne soit pas une géante gazeuse avec des gaz combustibles dans son atmosphère. Mais tu peux toujours t'asseoir sur son sol rocheux et faire un feu pour admirer un singulier coucher de soleil. Tu es dans ton vaisseau spatial galactique en route pour l'avant-poste 52 avec pour mission de livrer des fournitures pour la petite colonie qui s'y trouve quand des alarmes commencent à retentir. Tu consultes tes écrans, mais quelque chose attire ton attention avant que tu ne puisses comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'écran de visualisation car la partie avant de ton vaisseau est transparente, comme un miroir sans teint. Un colossal nuage orange et violet se dirige vers toi. Tu n'as pas le temps de l'analyser. Tu mets le vaisseau en piqué aussi verticalement que possible. Les alarmes s'affolent, mais tu es trop concentré pour te mettre à l'abri du danger. Le vaisseau tremble et tu penses qu'il va se briser. Mais il est rapide et puissant et tu parviens tant bien que mal à te placer en dessous du nuage. Tu lèves les yeux et tu vois le gigantesque nuage de plasma passer au-dessus de toi. La curiosité t'a piqué et tu décides de le suivre. Tu programmes ton ordinateur de bord pour l'analyser. Les résultats te parviennent vite, mais tu as du mal à y croire. Ce nuage de plasma est un destructeur galactique. Lui et d'autres de ses congénères ont mis une fin prématurée à nombre de galaxies. Tu te souviens de tes études sur Terre, lorsque tu n'étais qu'un jeune pilote. Il y avait déjà eu des recherches au XXIe siècle sur la raison pour laquelle les galaxies cessaient mystérieusement de former de nouvelles étoiles, provoquant à terme leur déclin.
Les étoiles se forment à partir d'épais nuages de gaz devenus extrêmement froids. Ils se condensent et, au fil du temps, s'effondrent en une matière solide et compacte. Il existe une célèbre photo prise par le télescope spatial Hubble. La plupart des gens l'ont vue. Elle s'appelle les piliers de la création. Il s'agit de la nébuleuse de l'Aigle où des étoiles sont en train de se former. On appelle de tels environnements des pouponnières d'étoiles. C'est un concept plutôt mignon. Mais il y a un méchant qui rôde. Et tu le suis. C'est un vaste destructeur d'étoiles. Le destructeur se précipite et balaye le gaz de ces galaxies à une vitesse incroyable, empêchant ainsi les étoiles de se former. C'est comme un balai géant. Mais au lieu de nettoyer, il détruit, mettant fin prématurément aux nouvelles galaxies. Maintenant que tu sais à quel point il est dangereux, il est préférable de rester un peu en retrait. Voyons si nous pouvons le voir en action à une distance sûre. C'est un mystère de longue date que de savoir pourquoi certaines galaxies ne donnent pas naissance à de nouvelles étoiles. Ce destructeur d'étoiles est malin. Il traîne autour des grands amas de galaxies, dont un en particulier, qui porte le nom d'amas de la Vierge. C'est celui que les scientifiques ont étudié. Il est tout proche, mesure 7 millions d'années-lumière de diamètre et contient des milliers de galaxies. Quand on dit proche, on parle tout de même d'environ 65 millions d'années-lumière de nous. Ce n'est donc pas vraiment ta petite promenade spatiale du dimanche, mais c'est relativement proche à l'échelle galactique. L'amas fonce dans le plasma surchauffé à des vitesses pouvant atteindre 1 million de kilomètres par heure. L'amas constitue la base du grand superamas de la Vierge, dont le groupe local où se situe notre Voie lactée fait partie. Sa proximité avec nous le rend plus facile à étudier pour les scientifiques. C'est aussi l'une des régions les plus extrêmes de l'univers que nous connaissons, en tout cas à ce jour. Qui sait ce qu'il y a d'autre là-bas ? L'amas de la Vierge est aussi inhabituel car il forme encore de nouvelles étoiles. Et nous pouvons les observer comme sur la célèbre photo de la pouponnière de Hubble. L'une des galaxies de cet amas s'appelle Messier 87. Elle a été découverte en 1781 par un astronome français nommé Charles Messier. Elle lui semblait un peu floue, alors il l'a appelée nébuleuse. Une nébuleuse sans étoiles. Il a fallu attendre les années 1920 pour obtenir plus d'informations sur sa nature exacte. Messier était très respecté et, de son vivant, il a découvert pas moins de 13 comètes. Il est né dans la campagne française, 10e d'une famille de 12 enfants. À l'âge de 14 ans, en 1744, il a eu la chance de voir une énorme comète à 6 queues. Elle était étonnante et était visible à l'œil nu pendant plusieurs mois. Ses effets étaient spectaculaires et inhabituels. Elle était si brillante qu'elle a été répertoriée comme la 6e plus brillante de l'histoire. 4 ans plus tard, le 25 juillet 1748, le jeune Charles a vu une éclipse solaire depuis sa ville natale. Il a alors su qu'il voulait explorer le monde de l'astronomie. C'était tout décidé. Un cratère lunaire et un astéroïde ont été nommés en son honneur. Rien d'aussi éblouissant cependant que Messier 87 alias M87. C'est une galaxie elliptique supergéante avec des billions d'étoiles. C'est la 2e galaxie la plus brillante de l'amas septentrional de la Vierge, ce qui la rend populaire auprès des astronomes professionnels et amateurs. Les galaxies elliptiques sont constituées d'étoiles plus anciennes et de faible masse, avec une activité de formation d'étoiles minimale. Elles sont entourées d'un grand nombre d'amas globulaires. Elles représentent environ 10 à 15% du superamas de la Vierge. M87 a un trou noir supermassif en son centre. Il a été photographié à l'aide des données recueillies en 2017 par le télescope Event Horizon, EHT. Il a été dévoilé avec enthousiasme au monde entier en 2019. En mars 2021, l'équipe de l'EHT a révélé pour la première fois une image polarisée du trou noir. C'était un événement très excitant. C'était la première fois qu'un trou noir était capturé. Tout cela a été rendu possible grâce au télescope Event Horizon, qui est en fait constitué de nombreux radio-observatoires et radiotélescopes du monde entier, travaillant tous ensemble pour produire un télescope très sensible et à haute résolution. Un autre réseau de télescopes, situé au Chili, s'appelle le Grand Réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA. Ils ont capturé des images haute résolution des 51 galaxies importantes de l'amas de la Vierge. C'est en partie grâce à cela que nous savons ce que nous savons. M87 et d'autres galaxies ne semblent pas faire grand-chose à l'œil nu. En fait, au cours d'une vie humaine, elles bougent à peine. Pourtant, elles sont composées de gaz, de poussière et d'autres objets et se déplacent dans l'espace à grande vitesse. Elles se déplacent lorsqu'elles sont affectées par la gravité d'autres galaxies ou par la matière noire, une entité mystérieuse qui est 5 fois plus répandue que la matière ordinaire. On pense que de nombreuses galaxies, y compris la nôtre,
ont un halo de matière noire qui les entoure. La matière noire peut tirer de façon plus importante sur les petites galaxies à l'extérieur des amas. À mesure que la galaxie est entraînée dans l'espace, le destructeur d'étoiles peut tomber sur elle. Des nuages géants de plasma intergalactique, une forme de gaz électrique, peuvent se comporter comme une atmosphère et drainer le gaz à l'intérieur de la galaxie. Ils balayent le gaz de cette galaxie, la privant de ce dont elle a besoin pour fabriquer des étoiles. Il est difficile de saisir l'ampleur de ce genre d'activité. Mais d'après les scientifiques, c'est ce qui est en train de se produire avec certaines galaxies ou nébuleuses sans étoiles, comme les a observées Charles Messier. Maintenant, garons notre vaisseau spatial ici et regardons cette chose en action. Ce que nous avons appelé destruction d'étoiles est aussi connu sous le nom de décapage de gaz. C'est l'un des événements extérieurs les plus spectaculaires et les plus violents de l'espace. Un scientifique du Conseil national de recherche du Canada a affirmé que les galaxies se déplaçaient si vite dans le plasma chaud de l'amas qu'une quantité de gaz moléculaire froid était arrachée de la galaxie. C'est comme si le gaz était balayé par une gigantesque souffleuse industrielle cosmique. Ce n'est pas le genre de décapage que nous souhaiterions voir se produire dans notre galaxie. Mais là, tu l'observes en pleine action. Tu es impressionné, mais tout aussi respectueux de sa puissance. Le décapage du gaz, également connu sous le nom de décapage par pression dynamique, traverse de nombreuses galaxies et élimine les gaz qui forment les étoiles. Le processus est très efficace. Les gaz se comportent différemment des nuages de notre galaxie. Ils ne forment pas autant d'étoiles que la nôtre. Une étude du XXIe siècle a révélé que le même processus se produit dans des groupes plus petits, de quelques galaxies seulement, avec beaucoup moins de matière noire. L'étude a examiné un nombre stupéfiant de 10 567 galaxies satellites. Ce sont des galaxies qui existent au-delà des énormes amas galactiques. Ils ont pu en étudier un si grand nombre en utilisant la technique de l'empilement. Cela permet d'en savoir plus sur un ensemble d'objets peu lumineux, en combinant toutes les informations de ces objets et en extrayant une caractéristique moyenne. Ils ont finalement déterminé que le décapage du gaz est potentiellement la principale façon dont les galaxies et la formation des étoiles sont entravées par leur environnement. C'est plutôt malheureux d'avoir un voisin aussi méchant. Maintenant que ta curiosité a été satisfaite, il est préférable de quitter ce nuage de plasma et de poursuivre ton voyage vers l'avant-poste 52. Tu vas être en retard et tu pourrais avoir de sérieux problèmes. Pendant que ton vaisseau fait demi-tour, nous allons retourner sur Terre et remonter dans le temps. Retour en 1744. À cette nuit dans la campagne française, où un adolescent se tenait dehors, émerveillé par le ciel nocturne et la vue spectaculaire d'une comète à 6 queues. Et à partir de ce moment, il a trouvé l'inspiration pour entamer la quête de toute une vie, basée sur une seule question. Peut-être la question ultime. Qu'y a-t-il là-haut ? Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère. Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer
la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance aux fameux anneaux de Saturne. Voyager 2 est ensuite parti vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre. Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui vise certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004,
Elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés, mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les deux sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde, mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les deux sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir.